L'une des lignes de défense les plus importantes contre la Russie en Europe du Nord est la mer Baltique et les territoires scandinaves. L'un des principaux éléments de la stratégie de défense de l'Union européenne est désormais l'acheminement en toute sécurité de l'aide militaire à l'Ukraine. La Russie représente toujours une menace pour l'Europe, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi en termes de logistique. L'Union européenne est sérieusement menacée par le sabotage en mer Baltique, les attaques contre les câbles à fibres optiques et la mobilité de la marine russe dans la région. Afin de créer un lien plus sûr avec l'Europe, les pays nordiques que sont la Finlande, la Suède et la Norvège sont engagés dans un vaste projet logistique. En construisant des ponts, des voies ferrées et des routes à travers la mer Baltique, l'administration d'Helsinki espère établir une voie directe vers l'Europe. Cependant, ce projet est-il réellement réalisable ? Comment la stratégie de la Finlande peut-elle réduire l'emprise de la Russie sur les pays baltes et les fournitures militaires destinées à l'Ukraine pourraient-elles être livrées plus rapidement et en toute sécurité grâce à ces itinéraires alternatifs ? Nous allons maintenant examiner de plus près si cela est faisable et dans quelle direction les connexions Europe-Norvège pourraient se développer. Les ramifications de ces itinéraires logistiques partagés pour la Russie seront également examinées en profondeur. Pour rester informé de nos publications, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et d'aimer nos publications. Maintenant, commençons. Actuellement, les meilleures zones de blocage de la Russie sont les territoires scandinaves et les pays baltes. La puissance scandinave est cruciale, en particulier à la lumière des tentatives de l'Union européenne pour arrêter la Russie sans l'aide des États-Unis. La Finlande, la Suède et la Norvège sont d'importants fournisseurs des pays baltes et par conséquent de l'Europe. L'approvisionnement rapide et sûr de l'Ukraine en aide militaire depuis la région nordique est un élément crucial pour l'Europe. En effet, l'Union européenne est plus préoccupée par des risques tels que les dépenses logistiques et le sabotage russe sur les voies de communication que ne le sont les pays baltes et scandinaves. Par exemple, la Norvège vient de déclarer qu'elle utilisera un fonds de richesse massif de 1,7 billion de dollars pour l'Ukraine et qu'elle fournira une assistance militaire par le biais de ce budget. Dans le cadre du plus important programme d'aide militaire à ce jour, le gouvernement suédois a déclaré qu'il donnerait à l'Ukraine 13,5 milliards de couronnes, soit environ 1,23 milliard de dollars américains en espèces et en équipements. En plus d'envoyer 1500 missiles anti-chars Tuao et 284 canons anti-chars, l'administration de Stockholm a déclaré qu'elle porterait à 32 le nombre de bateaux de combat Stridsbot 90 fournis par les forces armées suédoises. La Finlande a annoncé une aide militaire de plus de 200 millions de dollars. La Finlande a envoyé à l'Ukraine sa 27e série d'aides militaires. Comment alors tout cet armement, ces munitions, ces missiles, ces véhicules blindés de l'armée, ces chars de combat principaux et cette aide militaire peuvent-ils parvenir en Ukraine ? Existe-t-il des moyens pratiques, abordables et fiables pour que l'Ukraine puisse obtenir cette aide militaire des pays scandinaves ? De plus, dans quelle mesure ces itinéraires alternatifs sont-ils à l'abri d'un éventuel sabotage russe ? Comme vous le savez, la marine russe et la flotte fantôme ont la capacité d'observer de près et d'interférer avec les opérations logistiques des pays nordiques lorsqu'ils traversent les pays baltes pour atteindre l'Europe. La Russie peut même accéder aux câbles sous-marins à fibres optiques dans les pays baltes et les endommager, ce qui est extrêmement grave pour l'Union européenne. En règle générale, la logistique entre la Scandinavie et l'UE pourrait également être affectée par la Russie. Ces derniers temps, les puissances nordiques ont commencé à s'attaquer à cette question cruciale et ont fait des progrès significatifs vers un chemin de connectivité partagé avec l'Europe. La Finlande a montré la voie à cet égard en présentant des plans surprenants pour relier les pays nordiques à l'Europe. Le gouvernement d'Helsinki a fait la une des journaux. Ces initiatives pourraient avoir une plus grande influence sur le président russe Vladimir Poutine que les armes nucléaires. En effet, les projets finlandais visent à renforcer considérablement les relations économiques entre les deux pays, en plus de relier la Scandinavie à l'Europe afin de fournir une assistance militaire à l'Ukraine. La Finlande étudie les moyens de se connecter à l'Europe par le rail et la route, ainsi que par la construction d'un pont sur la mer Baltique. En construisant une nouvelle ligne à travers la mer Baltique vers ses voisins, la Suède et l'Estonie, ce projet pourrait renforcer davantage les liens de la Finlande avec l'Europe. Une liaison Helsinki-Tallinn servirait très probablement de lien avec l'Estonie. La Confédération de l'industrie finlandaise débat de la voie suédoise. Compte tenu des tensions géopolitiques croissantes et des intentions de l'UE d'unir le continent, un nouveau document publié par la Confédération de l'industrie finlandaise suggère la construction d'un pont ou d'un tunnel entre la Suède et la Finlande.
Selon Tina Arpazalo, conseillère politique en chef pour les transports et les infrastructures, la Finlande doit protéger le transport maritime en mer Baltique tout en établissant de nouvelles routes logistiques et des liaisons sûres vers l'Europe. Selon elle, des itinéraires alternatifs seront nécessaires si la mer Baltique subit des tensions. Afin d'améliorer la connectivité de la Finlande avec le reste de l'Europe à travers la mer Baltique, le groupe de pression souhaite que le gouvernement lance une étude axée sur 3 options de liaison fixes. Parmi les 3 itinéraires proposés figurent un tunnel sous-marin entre Helsinki et Tallinn et un tunnel ou un pont reliant Helsinki et Stockholm via Turku et les îles Åland. Une liaison potentielle entre Helsinki et Stockholm pourrait également être reliée à Copenhague par le pont de l'Öresund. Avec un nombre record de 7,5 millions de passagers au péage en 2024, ce qui était autrefois considéré comme un projet irréaliste est aujourd'hui considéré comme un succès. Le pont qui relie Copenhague à Malmö est un axe essentiel qui connecte la Suède au reste de l'Europe. Après plus d'un siècle de discussion, le pont a été inauguré en grande pompe en 2000. Il a depuis révolutionné le commerce et les déplacements entre la Suède et le Danemark, établissant une norme pour les futures grandes initiatives d'infrastructures nordiques. Le pont a rapporté 215 millions d'euros en 2024, avec une moyenne de plus de 20 000 passages de voitures par jour. La situation a considérablement changé d'un point de vue géopolitique, ce qui a donné une nouvelle perspective à la discussion. Ainsi, la partie finlandaise fait davantage pression. La dynamique de tous ces itinéraires pourrait maintenant être recréée par le projet de la Finlande de se connecter à l'Europe par la Suède et l'Estonie. L'itinéraire entre Copenhague, la capitale du Danemark, et Malmö pourrait devenir plus important en raison des connexions entre la Finlande et la Suède et l'Estonie. La spirale de la nation balte avec l'Europe pourrait être renforcée par tous ces itinéraires de liaison, ce qui rendrait également ces réseaux logistiques plus robustes face à la Russie. Les experts préviennent qu'un projet d'infrastructure impliquant plusieurs nations sera difficile et nécessitera un long processus de recherche. Un projet qui s'étendrait d'Hollande en Suède jusqu'en Finlande serait probablement beaucoup plus difficile que le pont de l'Öresund, qui est en fait très simple. Selon les chercheurs, la connexion suggérée est réalisable et modifierait fondamentalement l'économie des transports dans les pays nordiques, en particulier entre la Suède et la Finlande. Pour en revenir aux objectifs politiques plus généraux d'une plus grande collaboration entre les nations, elle serait sans aucun doute appréciée. Cet énorme projet pourrait compromettre les intentions de la Russie d'atteindre les pays baltes et modifier fondamentalement la géographie économique du sud de la Finlande et de la Suède. Il est également vrai qu'un plus grand transport ferroviaire et routier vers le continent européen à travers le Danemark et l'Allemagne pourrait être disponible. Il est donc nécessaire d'analyser la capacité de transport de la Suède. Le gouvernement finlandais pourrait lancer un appel urgent à l'action pour modéliser les infrastructures et les initiatives de développement pour le reste de l'Europe. Le gouvernement d'Helsinki devrait prendre des mesures pour limiter davantage les risques, d'autant plus que la menace russe est si proche de l'Europe et donc des pays nordiques. Lorsque le tunnel du Fehmarnbelt, une liaison ferroviaire et routière de 18 km entre le Danemark et l'Allemagne, sera achevé en 2029, il permettra de réduire les temps de trajet de 2 heures en train et de plus d'1 heure par la route. La Finlande peut déjà commencer à construire les liaisons Helsinki-Tallinn et Helsinki-Stockholm en gardant cette proposition à l'esprit. Parmi les autres projets dont l'achèvement est prévu d'ici 2030, citons la ligne du Botnie du Nord et Rail Baltica qui permettront de construire une ligne ferroviaire électrifiée à double voie entre les villes suédoises d'Umeå et de Luleå et d'assurer un trafic ferroviaire à grande vitesse vers Varsovie via les États baltes. Le gouvernement finlandais a débloqué 200 000 € pour des études de faisabilité d'une liaison entre Umeå et Vaasa en 2024 dans la région de Kvarken, le long du golfe de Botnie, selon la chaîne publique finlandaise ILU. Cette année, l'Agence finlandaise des infrastructures de transport devrait publier un rapport sur la viabilité de cette liaison. Naturellement, cette relation fixe peut avoir des effets économiques sur les 2 régions, mais pour l'instant, par exemple, l'impact économique national en Finlande semble être assez minime. Cela s'explique par le haut niveau d'efficacité du système de transport maritime actuel. Selon les experts, la Finlande dépend fortement des exportations et comme la quasi-totalité de ses exportations transitent par la mer Baltique, elle souffre d'un grave déficit en matière d'infrastructures de transport. Compte tenu de tous ces faits et chiffres, la mise en œuvre par la Finlande de telles initiatives d'acheminement logistique serait extrêmement importante pour les pays baltes et la géographie nordique plus robuste, ainsi que pour l'Europe dans son ensemble. De plus, comme nous l'avons déjà évoqué, les projets de la Finlande remettront clairement en question l'hégémonie de la Russie dans les régions baltiques et scandinaves. La Russie va probablement poursuivre son renforcement militaire dans l'Arctique et la mer Baltique à long terme. Depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, les stratèges et théoriciens militaires russes considèrent de plus en plus ces 2 théâtres comme des zones adjacentes, alors que les États membres de l'OTAN sont confrontés aux activités agressives de la Russie dans la mer Baltique et l'Arctique.
Ils doivent se préparer à un éventail de plus en plus large de réponses militaires. L'objectif spécifique de ces réactions est de forcer les membres de l'OTAN à modifier leur politique envers la Russie en les dissuadant et en les déstabilisant. En rapprochant la Suède, l'Estonie et le Danemark du front, le lien logistique commun de la Finlande contribuerait à uniformiser les règles du jeu pour la Russie dans les pays baltes. En réalité, l'OTAN reconnaît depuis longtemps que la puissance nordique profiterait à l'alliance militaire mondiale de manière unique. Ces avantages ont amélioré de manière louable la position de l'OTAN face à la Russie à la suite de l'admission. La géographie organisationnelle a été simplifiée par l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. La Russie devait désormais faire face à l'ensemble des membres de l'OTAN dans la région de l'Arctique et de la mer Baltique. Il y a 7 membres de l'OTAN dans l'Arctique et 8 dans la région de la Baltique qui encerclent la Russie. La Russie, encerclée par les pays de l'OTAN, a déclenché cette évolution indésirable en 2022 en lançant une invasion illégale de l'Ukraine et en menant des politiques hostiles contre un certain nombre de ses voisins, notamment la Finlande et la Suède. Certains des plus fervents opposants de la Russie et certains des plus fervents partisans de l'Ukraine se trouvent dans la région de la mer Baltique et dans le cercle arctique des pays membres de l'OTAN qui se compose de 12 États distincts, dont le Royaume du Danemark, la Suède et la Finlande. En raison de cette situation, ces deux régions occupent une place de plus en plus importante dans le discours public russe. En d'autres termes, la Russie tentera d'influencer et de renverser un grand nombre de décisions et de préférences politiques, tant au sein des 12 États membres de l'OTAN qu'entre eux. Dans un geste hautement symbolique, le président russe Vladimir Poutine a rétabli le district militaire de Leningrad en février 2024. Certaines des opérations militaires soviétiques les plus controversées ont eu lieu dans cette région, notamment l'invasion et l'occupation de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie indépendantes, ainsi que la guerre d'hiver contre la Finlande. L'ambition politique de capitaliser sur ces nombreuses connotations conflictuelles a été un facteur majeur de sa résurrection. Un autre objectif était de signaler une approche plus concentrée dans l'orientation stratégique du Nord-Ouest, englobant la Suède, la Finlande et l'Arctique. Les experts disposent de relativement peu d'informations officielles, car seules 2 des doctrines clés qui sous-tendent la stratégie de la Russie dans la région de la mer Baltique et dans l'Arctique ont été mises à jour depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Mais en juillet 2022, Poutine a approuvé une doctrine navale révisée et en mars 2023, il a signé une doctrine de politique étrangère révisée. Selon la doctrine navale, la Russie devrait améliorer son système de base et renforcer la capacité de combat de la flotte du Nord, car les États-Unis et leurs alliés se sont opposés à l'adoption par la Russie d'une politique étrangère et intérieure indépendante. Selon la doctrine de politique étrangère, la Russie devrait restreindre les possibilités d'exercer ses droits souverains et contrecarrer les tentatives des gouvernements hostiles de militariser l'Arctique. Les nations non arctiques qui ont une attitude positive envers la Russie sont également encouragées à se joindre à elle dans l'Arctique par la doctrine de politique étrangère. Alors que la Chine cherche à étendre son influence dans l'Arctique, cela est perçu comme un compromis. En Russie, le discours est des plus hostiles et alarmistes tant dans les milieux universitaires que dans les commentaires. Le gouvernement du Kremlin a clairement fait savoir au peuple russe que les événements récents, en particulier l'admission de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, sont intolérables et doivent être traités, y compris militairement, par l'armée russe. On dit souvent que les élargissements de l'OTAN et d'autres actions anti-russes, ainsi que celles des 12 pays membres de l'OTAN, de la mer Baltique et de l'Arctique, agissant seuls ou de concert, ont bouleversé l'équilibre militaire jusqu'alors quelque peu délicat. Selon les rapports, les actions comprennent un mélange d'opérations militaires combinées et conventionnelles destinées à éroder davantage l'influence de la Russie sur les 2 théâtres. L'opinion publique russe est influencée pour croire que l'armée russe s'attaquera à cette question immédiatement et de manière beaucoup plus agressive une fois le conflit en Ukraine terminé. La Russie considère l'affirmation selon laquelle les membres de l'OTAN emploient diverses tactiques contre elle comme une justification pour utiliser des méthodes non traditionnelles. Depuis le début de la guerre, le Kremlin a déjà utilisé cette tactique. Les documents accessibles au public ne reflètent pas cette composante essentielle de la vision de l'armée russe sur la région de la mer Baltique et l'Arctique. En coulisses, l'administration Poutine supervise cet effort. L'administration russe envisage d'utiliser des outils dits hybrides qui couvrent les domaines physiques, cybernétiques et cognitifs pour atteindre divers objectifs. En raison de l'impact cumulé de ces actions, les chefs d'État des pays membres de l'OTAN ont déclaré que janvier 2025 n'était plus une période de paix, même s'il ne se voit pas en guerre. Bien qu'il existe une abondante littérature russe sur la guerre hybride, celle-ci peut se résumer à l'établissement d'un état de chaos contrôlé. Lorsqu'ils tentent d'infliger un désordre contrôlé à d'autres États de la mer Baltique ou de l'Arctique, les planificateurs militaires disposent d'une pléthore d'options grâce à la fusion extrême des capacités étatiques contrôlées et privées, militaires et civiles, cinétiques et non cinétiques de la Russie.
Ces derniers gouvernements se préoccupent principalement de la protection des pipelines et des câbles situés sous l'océan. Le 14 janvier 2025, l'OTAN a annoncé la création d'une sentinelle baltique qui comprendra des navires de surface et des avions de patrouille maritime afin de surveiller et de protéger cette infrastructure vitale. Ce projet de l'OTAN a servi de moyen de dissuasion et de défense contre la Russie. Compte tenu de l'abondance de vecteurs d'assaut hybrides dans la région de la mer Baltique et de l'Arctique, ainsi que de l'approche bien établie et globale de la Russie en matière d'utilisation de moyens hybrides, il est raisonnable de supposer que la Russie continuera à opérer de cette manière. Il est important que les membres de l'OTAN comprennent que cela affecte non seulement l'environnement maritime, mais aussi les domaines terrestres, aériens, cybernétiques et même informationnels. La Russie va généralement poursuivre son renforcement militaire dans la région de la mer Baltique et dans l'Arctique, qui sont toutes deux des zones d'importance militaire et symbolique. L'OTAN aurait donc un avantage significatif sur l'UE car la Finlande développe des plans pour construire une route et un pont sous-marin reliant l'Estonie et la Suède. Les projets de la Finlande visant à relier les régions nordiques à l'Europe peuvent contribuer à éradiquer progressivement ces menaces russes dans la Baltique et l'Arctique. La domination de la Russie dans la région serait affaiblie par ces routes qui permettraient aux nations scandinaves, comme la Suède et la Norvège, ainsi qu'à la Finlande d'offrir un soutien militaire à l'Ukraine par des voies plus sûres, conformément à la doctrine de l'UE. Merci de votre attention.